Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de Jade Rencontre, je reçois l'auteur Cherif Doride pour la sortie de son premier roman policier, À la beauté des rêveurs. Bonjour Cherif. Bonjour. Cherif Doride, c'est un nom d'emprunt. Dans la vie, vous êtes auteur et policier municipal et vous venez de sortir votre premier roman policier À la beauté des rêveurs aux éditions du Lys Bleu. Gérant d'une entreprise de pompes funèbres, Yves se retrouve confronté à l'installation d'une nouvelle société concurrente et déloyale. Cette arrivée inattendue l'ébranle et le pousse à s'éloigner de ses valeurs et de son éducation. Convaincu que son métier lui offre une opportunité unique pour exercer une forme de justice, il décide de prendre les choses en main et de faire payer ceux qu'il estime responsables de sa descente aux enfers. Cette obsession le plonge dans une spirale infernale qui le conduit dans les extrêmes. C'est un livre avec une écriture d'une précision folle qui embarque notre imaginaire. C'est plein de suspense, ça nous fait réfléchir. C'est aussi parfois très drôle. Là, je pense à la description du personnage d'Aldo et de sa relation au café en tant qu'employé municipal. Est-ce qu'à la lecture de votre livre, vos proches se sont interrogés sur un potentiel passé criminel que vous leur auriez caché ? Non, mais pas du tout, parce qu'ils savent que je suis très attaché à la justice. C'est pour ça que le roman, il pose beaucoup la question de la justice et de l'injustice, aussi la question de la moralité. Mais effectivement, ce que j'ai écrit dans ce bouquin, notamment la succession des meurtres et des assassinats, a fait poser des questions à mes proches. Certains m'ont dit t'es un peu tordu, etc. Mais ça m'a fait marrer parce qu'en fait ils savent très bien que je suis quelqu'un qui est très droit et très rigoureux, donc c'était plutôt une façon de présenter un exutoire pour moi qui était important à ce moment-là de l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre ? Alors ça, c'est un peu au lecteur de le découvrir. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que le personnage principal, alors habituellement on appelle ça un héros. Là, c'est pas un héros parce que ce que le personnage principal fait, c'est pas très héroïque. Hein. Il fait justice lui-même. Mais il y a un petit peu de moi là-dedans. Il y a beaucoup de moi là-dedans dans la théorie, mais pas dans la pratique évidemment. Mais en fait, ceux qui me connaissent reconnaîtront certains traits de moi. Alors dans le personnage principal, mais aussi dans les mots qui sont utilisés pour faire parfois de l'ironie. J'adore faire de l'ironie. Et du coup, ça a fait marrer certaines personnes, notamment dans les portraits que j'ai pu faire des personnages à chaque fois qu'ils arrivent dans l'histoire. Toute l'histoire tourne autour du thème de l'injustice, vous l'avez dit, qui soulève des questions morales. À la page 24, on peut lire « Peut-être aurait-il dû suivre ce que le droit imposait, saisir la justice plutôt que de faire justice lui-même ». Chez vous, qu'est-ce qui a fait émerger ces questions d'injustice, de justice, de moralité et d'immoralité ? Je pense que chaque personnalité est construite avec un passé, avec des blessures qu'on ignore parfois. Et moi, je suis très touché par l'injustice. Alors, pas forcément l'injustice qui s'impose à moi, mais surtout les situations d'injustice vis-à-vis des autres. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors, je travaille pour essayer de supporter un peu plus les injustices que je peux constater à droite et gauche, mais c'est un thème vraiment qui est quotidien pour moi, et c'est peut-être pour ça que je fais ce métier d'ailleurs, et que j'essaie d'en changer en faisant de l'écriture. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. L'injustice est pour moi insupportable, et j'aime suivre les règles dans tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit pour le sport ou professionnellement. J'aime être quelqu'un de droit et de rigoureux, c'est important pour que tout le monde trouve sa place en fait dans la société. Et comment c'est d'exercer le métier de policier municipal en 2024 ? C'est une grande question. Il faut trouver sa place parce qu'en fait, le policier municipal, en fonction de la ville dans laquelle il exerce pas du tout le même métier. Aujourd'hui, je suis dans une toute petite commune. Je ne fais pas du tout le même métier que ce qui se passe à Paris ou ce qui se passe à Angers ou même à Pornic. C'est un métier différent. Donc, c'est l'avantage de faire ce métier, c'est qu'on peut le choisir en fonction de la ville, en fonction de ses missions. Donc, on fait un petit peu le métier à notre goût. Et puis, surtout... porter un uniforme, c'est pas toujours facile, mais on le fait quand même avec plaisir. Derrière votre livre, on lit « Les mots ont toujours représenté un univers sur lequel Cherif Doride s'est appuyé pour s'exprimer, ce qu'il ne parvenait pas à dire tel qu'il le souhaitait. En tant que témoin de situations d'injustice, il les utilise comme un exutoire pour dépasser les interdits établis par la société. » Ça fait référence à votre métier aussi ? Oui, évidemment. Je pense que le goût d'écrire, en fait, il m'est certainement apparu avec les écrits professionnels que je dois faire. On fait souvent des rapports, on
on rapporte des altercations, parfois des insultes ou des situations où on est outragé. Et ça m'est souvent arrivé de faire des rapports comme ça, qui vont en justice, hein, qui vont sur le bureau du procureur de la République, mais avec des petites pointes d'ironie, on répète les insultes qu'on a supportées, mais on les fait de manière très drôle. Enfin, moi, en tout cas, souvent, ça me fait marrer d'écrire que je me suis fait pourrir. Enfin, je l'écris vraiment brutalement, mais c'est assez marrant. Et puis, je reste très poli, très distant par rapport à tout ce que j'entends. Donc, je trouvais ça assez marrant et ça me fait toujours rire. Mais je pense que ce goût d'écrire, en fait, il vient certainement de là. Jouer un peu avec les mots, trouver le mot juste. Et puis, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral parce que on a le temps de relire, on a le temps de repréciser un mot, de changer son sens, changer une virgule. Et du coup, il peut y avoir un double sens. Enfin, c'est assez marrant de jouer avec tout ça. J'aime ça. À la beauté des rêveurs, c'est un récit qui se déroule entre 2004 et 2006. Ça se passe à Biganos, un petit village des Landes et aux alentours. Comment est-ce que ce lieu s'est dessiné pour l'intrigue? Parce qu'il a toute son importance pour le récit. Oui, alors en fait, le lieu a été choisi... les lecteurs le comprendront, ça ne peut pas se terminer ailleurs que dans les Landes et autour d'Arcachon. Donc, je me suis aidé des outils qu'on a à notre portée aujourd'hui, notamment les vues aériennes et vues satellites pour trouver des cartes, trouver des sentiers, des chemins pour que ce soit très crédible dans l'histoire. Et du coup, en fait, je peux pas vraiment dire pourquoi j'ai choisi, parce qu'en fait, les lecteurs le découvriront à la fin du roman, mais ça peut vraiment pas se passer ailleurs que dans le pays d'Arcachon. Mais c'est un lieu que vous connaissiez particulièrement? Oui, alors pour ceux qui le liront, une fois de plus, c'est pas pour faire la publicité une fois de plus, mais pour ceux qui le liront, j'ai choisi cet endroit parce que je suis allé plusieurs fois là-bas. Et j'ai découvert le monument naturel le plus extraordinaire du secteur, et en me disant, mais ici, là, c'est l'endroit idéal pour faire ce qui se passe dans le roman, en fait, à la fin du roman. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi forcément cette partie de la France. Et pourquoi entre 2004 et 2006? Alors, entre 2004 et 2006, tout simplement parce que... Au niveau de la chronologie, ce que je raconte dans l'histoire, c'était plus facile pour moi d'évoquer ce récit sur une période où les téléphones portables sont moins géolocalisés, où il y avait moins d'applications à l'époque, et puis les moyens de communication étaient moins sophistiqués qu'aujourd'hui. Ça facilitait en fait mon récit. Il y avait moins, je me posais beaucoup moins de questions que si ça avait été aujourd'hui. En tout cas, dans le déroulement de l'enquête ou de la poursuite des forces de l'ordre sur mon personnage principal, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de terminer ce récit sans qu'il y ait des zones d'ombre ou des incohérences dans le récit, quoi. Le livre s'ouvre sur une véritable scène de film. L'écriture est d'une précision impressionnante. On regarde un thanatopracteur en train de faire des soins. Est-ce que ça s'inspire de scènes que vous avez vécues, dont vous avez été témoin? Oui, alors j'ai effectivement travaillé ce premier chapitre vraiment comme si, enfin, je l'ai imaginé en l'écrivant. J'ai imaginé me retrouver derrière une caméra, dézoomer pour vraiment planter un décor, et en faisant ça dans une salle technique d'un funérarium avec effectivement des soins de conservation qui sont en train d'être pratiqués sur un corps. Oui, alors je le fais avec une vraie précision, et il y a vraiment rien de rajouté là-dedans, puisqu'en fait, dans mes missions de policier municipal, la loi a changé, mais avant, en fait, on assistait à tous les soins de conservation qui avaient lieu sur la commune. Donc j'ai assisté, j'ai jamais compté, mais j'ai dû assister à 1500 ou 2000 soins de conservation pendant 20 ans dans la ville dans laquelle je travaillais. Donc les soins de conservation, c'est quelque chose que je connais particulièrement. Enfin, je sais exactement tout ce qu'ils font, le déroulé, la chronologie, et pourquoi telle action doit avoir lieu sur le corps à tel moment, etc. Donc oui, c'est très détaillé, mais c'est effectivement très fidèle à ce qui se pratique vraiment pendant les soins de conservation. Ce n'est pas une surprise, le personnage principal, celui que l'on accompagne tout au long du récit, c'est le tueur. Comment on fait pour que le lecteur ait envie de protéger celui qui fait mal? En fait, c'est effectivement la base de mon récit, la justice et l'injustice. Mon personnage principal, il est dans une situation d'injustice, il fait justice lui-même.
Donc, j'avais vraiment besoin de pousser les lecteurs à le soutenir, à être avec lui, malgré toutes les horreurs qu'il commet, parce qu'il est quand même loin d'être juste lui-même. Mais j'avais vraiment besoin de pousser les lecteurs à espérer qu'ils s'en sortent. Alors après, il s'en sort ou il s'en sort pas, ça c'est à vous de le découvrir. Mais c'était important pour moi. Et j'ai découvert d'ailleurs, parce que je suis pas du tout, c'est mon premier bouquin, je suis pas du tout dans ce milieu de l'écriture, mais j'ai découvert la différence entre le thriller et le polar. Le polar, on est avec les gens, avec les policiers, et le thriller, on est avec le tueur. Les personnages mis en scène ont tous plus ou moins la soixantaine. C'est assez rare dans les romans. Pourquoi ce choix ? Eh ben, c'est une bonne question. Je m'étais pas vraiment rendu compte. Je pense que, en fait, mon personnage principal, il arrive à un âge avancé. Il est assez âgé. Alors, je pense que c'est lié à ce que j'ai utilisé dans mon vécu. Parce que le personnage principal, il est effectivement inspiré d'un vrai personnage que j'ai connu. Dans le cadre de mon travail. Alors peut-être que c'est pour ça, tout simplement. Je me suis jamais posé la question, je l'ai pas fait vraiment exprès. Le récit est ponctué de portraits narratifs, vous le disiez tout à l'heure, des personnages que l'on rencontre au fur et à mesure du récit. Ce sont des personnages complexes. On en a tous plus ou moins rencontré des comme ça dans la vraie vie. Quelle importance a le passé de chaque personnage ? Alors ça, c'est un peu comme le personnage principal. Je me suis inspiré de personnes que j'ai rencontrés, croisés, qui m'ont plu ou déplu, parce qu'il y a aussi des gens dans les portraits qui m'ont vraiment pas du tout plu et On le sent. Voilà, non, mais c'est ça que je décris avec beaucoup d'humour, un petit peu acide quand même, mais après c'est vraiment une fiction. J'ai rajouté des choses, c'est vraiment pas du tout, c'est pas du tout descriptif, c'est vraiment de la fiction. Mais ouais, je pense que c'est comme le personnage principal, c'est des personnages qui m'ont inspiré et qui me donnaient envie de les mettre à ce moment-là dans le récit parce qu'ils collaient bien à ce que j'envisageais. Alors après, les récits, effectivement, le récit, il est ponctué, enfin, il est cassé avec les portraits parce que je trouvais que c'était sympa de pouvoir casser le récit avec un portrait. Alors, ils sont pas forcément très longs, mais je me suis un peu marre à les faire quand même. Est-ce qu'on peut écrire un livre sans s'inspirer de ce qu'on connaît ? Je crois pas. J'ai découvert, en fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment découvert pourquoi mes profs de français me disaient, mais pourquoi l'auteur a écrit ça à ce moment-là ? Alors nous, on répondait toujours, parce qu'il avait envie. Mais en fait, non, on peut pas tout inventer, c'est impossible. Ça veut dire que dans un bouquin, il y a forcément beaucoup de mon point de vue, il y a forcément beaucoup de l'auteur, de sa vie, de son ressenti, de ce qu'il a envie d'écrire, de son environnement. Il y a évidemment beaucoup de choses qui lui appartiennent parce qu'on a besoin de se retrouver. Enfin, moi, j'ai découvert ça en l'écrivant. J'avais besoin d'avoir au moins des fondations solides. Je voulais savoir. C'est impossible pour moi de tout inventer. Alors, peut-être qu'il y en a qui y arrivent, peut-être des auteurs qui sont forts pour ça, mais non, tout a vraiment un socle dans ma vie, que ce soit les personnages ou que ce soit l'endroit où ça se passe, ou même l'idée générale de la concurrence entre deux pompes funèbres, c'est quelque chose effectivement que j'avais bien en tête pour construire le récit. C'est vraiment, enfin en tout cas, je me serais vraiment pas vu tout inventer. C'est là, j'étais sûr d'aller à la catastrophe. Et il n'y a aucune indication physique sur les personnages. Est-ce que c'était un choix ? Non, ça je l'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment mesuré. Je pense que j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses. Alors certainement ça, parce que pour moi c'était important. J'avais vraiment en tête. Je voulais absolument pas perdre le lecteur. C'est-à-dire que ma première lectrice, qui est ma femme, m'a reproché dans des lectures qu'elle a faites pour le corriger. Elle trouvait que il y avait pas assez de descriptif sur le personnage principal, que j'allais trop sur l'action, etc. Et du coup, j'ai eu du mal à changer ça parce que je voulais vraiment que ça soit très dynamique. Je voulais vraiment que les actions s'enchaînent et que je perde pas le lecteur. Et d'après les retours que j'ai, c'est un peu ça ce qui fonctionne. Donc c'est très réussi. Ça marchait pour ça. Dans la seconde partie du livre, le personnage d'Edia est introduit. C'est une femme gendarme qui fait penser au rôle d'Adèle Exarchopoulos dans Le règne animal. Page 153, on lit « Edia avait, en supplément de tous ses déplaisirs, goûté aux remarques brutes, machistes et parfois racistes de certains de ses collègues. » Ce personnage vous permet de dénoncer la façon dont les femmes gendarmes peuvent être traitées par leurs collègues. Est-ce que c'est des situations dont vous avez été témoin ? Alors,
Pas directement, mais je sais que c'est des choses qui arrivent. Alors, il n'y a pas que dans la gendarmerie, hein, évidemment, il y a dans tous les secteurs d'activité. C'est un peu aussi une caricature. C'est une femme, elle est jeune, elle est d'origine étrangère. Donc évidemment, c'était un petit peu facile pour moi de placer ça, mais ça lui permettait en tout cas de s'allier plutôt à mon personnage principal, ça me permettait de la positionner un petit peu en équilibre entre la loyauté de ses fonctions et l'amitié qu'elle a partagée avec Yves, qui comprend complètement sa situation, qui est plutôt dans une posture de protection avec elle, par rapport justement aux brimades qu'on peut imaginer dans son quotidien. Mmh. Vous avez commencé à écrire ce livre à presque 50 ans. Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Parce que j'ai eu plus le temps, et puis aussi professionnellement, j'avais mûri certaines idées d'écriture. Il a fallu du temps aussi pour que je découvre mon plaisir d'écrire. Et puis, il faut trouver le courage. Et il faut trouver aussi une histoire. Et là, j'arrivais avec tous ces éléments-là qui se présentaient à moi. J'avais en plus vécu des choses qui étaient, à mon sens, à mes yeux, profondément injustes. Et j'avais besoin même de vider mon sac. Et donc ce bouquin, c'est aussi un exutoire. Mmh. Mais est-ce que vous aviez déjà essayé d'écrire? Alors, je fais toujours partie d'une association familiale. Alors, c'est très particulier, mais j'ai été secrétaire d'une association familiale. Et l'objectif, c'était simplement de se réunir, de faire des repas festifs et des spectacles de mariage et des choses comme ça. Et du coup, on m'a confié le secrétariat. L'objectif, c'était de faire des comptes rendus vraiment pour se marrer. Alors, l'objectif, c'était de s'acharner sur un personnage qui avait peut-être pas fini son verre au moment où tous les autres les avaient finis. Et du coup, c'était vraiment pour se marrer et faire marrer tout le monde. Et là, j'ai développé ce goût d'écrire, et les retours de mes confrères, parce que c'est une confrérie, à vrai dire, mais les retours de mes confrères, en fait, m'ont vraiment fait comprendre que mes pages, mes lignes plaisaient, et ça a été certainement la première étape avant de me lancer dans un bouquin. Pourquoi l'avoir publié sous un nom d'emprunt, et pourquoi Shérif Doride? Alors, pourquoi dans un nom d'emprunt? Parce que j'aime bien l'anonymat, j'aime bien l'anonymat, donc je voulais me cacher derrière ça. Et puis, shérif, parce que ça fait un petit clin d'œil à ma profession. Et puis, j'ai aussi le teint assez mat, et shérif, je suis un amoureux du Maroc, je vais souvent au Maroc, et c'est un prénom marocain. Et dans l'anonymat, shérif, avec ma photo à côté, on peut me prendre pour un Marocain. D'ailleurs, on me parle souvent en marocain quand je vais au Maroc. Donc, du coup, c'était encore une autre manière de me cacher. Vous écrivez « Merci à Madame Fortunato qui, sans le savoir, au travers d'une simple phrase, a déclenché en moi le processus d'écriture de ces pages. » Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, alors Michel Fortunato, elle a pas su en fait que j'avais écrit un bouquin, mais je lui en ai mis un dans sa boîte aux lettres avec un petit mot. Elle a été importante parce que c'est une prof de français qui est extraordinaire, qui fait du théâtre, qui écrit des pièces de théâtre. Et un jour, je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien écrire un livre, mais comment on fait pour que ça fonctionne et que ça ait un succès? Et elle m'a dit, en fait, elle le sait même pas, en fait, elle doit peut-être le découvrir en écoutant cette interview. Mais elle m'a dit, tu te trompes, faut pas écrire un bouquin pour qu'il réussisse, faut écrire un bouquin parce qu'il te plaît. Moi, j'écris des scènes de théâtre, j'écris des pièces de théâtre complètes. Il y a plein de pièces qui vont rester dans les cartons. S'il y en a une qui plaît, mais c'est du bonus. Et du coup, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais j'ai mûri ça, j'ai réfléchi à cette façon de voir les choses. Et je me suis dit qu'elle avait raison, et je me suis lancé dans l'écriture de ce bouquin sans penser à une maison d'édition, sans penser à ce que ça pourrait faire. Et en fait, je me rends compte que je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition, ça en a séduit une. Et je me rends compte en fait que Madame Fortunato, elle avait complètement raison. Elle s'est pas du tout trompée, et elle m'a encouragé dans le sens sans le savoir. Et du coup, elle est un peu à l'origine de ce bouquin, parce que sans elle, je pense que je l'aurais pas écrit en fait.
Comment se passe votre processus d'écriture? Est-ce que vous aviez déjà toute l'histoire en tête avant de l'écrire? Ou est-ce que vous vous êtes laissé porter par vos personnages? Oui, alors j'avais l'histoire en tête, mais je me suis fait piéger par mon plaisir d'écrire. J'étais pressé d'écrire et en fait, Mhm. j'ai un peu négligé le plan au départ, ce qui m'a valu des relectures, des relectures, des relectures. Si bien que assez rapidement, j'ai été obligé de mettre le bouquin au congélateur pendant 1 an ou 1 an et demi, 2 ans, pour faire le clair dans ma tête, parce que je l'avais relu plein de fois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'écrivais un chapitre, et puis je changeais quelque chose dans le chapitre, et puis du coup, en le changeant, Ça avait un il faut impact. changer ce qui est écrit avant, mais alors du coup, c'est où? Alors que sur un plan qui est bien structuré, on regarde juste le plan, on sait sur quel chapitre aller, et du coup, on change dans le chapitre concerné. Alors que là, en fait, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée d'écrire. J'avais besoin d'écrire, j'avais envie d'écrire, c'est ça ce qui me plaît. Mais ça m'a valu passer beaucoup de temps. Donc, si je dois écrire un prochain, je le ferai beaucoup plus posément. Et j'aurai l'expérience pour vraiment faire un plan bien cadré pour gagner du temps, gagner en efficacité et puis éviter des erreurs. Parce que, bon, là, je pense pas qu'il y en ait, parce que sinon j'en aurais entendu parler. Et puis, je l'ai bien relu, je l'ai bien travaillé. Mais ça a été un peu brouillon au départ, et j'aurais pu travailler mieux. Tout est pensé dans ce roman, tout est crédible. Est-ce qu'avec les avancées scientifiques, c'est difficile de faire un roman policier aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est difficile. En tout cas, moi, j'avais vraiment mes idées. Mon expérience professionnelle, m'a beaucoup aidé. Mhm. Effectivement, c'est crédible, et je voulais que ça soit crédible, parce qu'on peut pas. Enfin, de mon point de vue, parfois, moi, je regarde des séries ou des films où je me dis, mais non, là, c'est pas possible. Quand on est dans ce milieu-là professionnel, on se rend compte il y a une boulette, il y a un truc qui tourne pas, Mhm. qui fonctionne pas. Et du coup, je voulais absolument, mais vraiment absolument, que ça soit crédible. Et c'est peut-être la force du bouquin aussi, enfin du récit. Mhm. Tout Ce à qui fait. se passe, en fait, ça peut arriver. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On n'est pas loin de la réalité. Est-ce que vous pouvez nous parler de Maryse Leroy-Noury qui a écrit votre préface? Oui, alors c'est une amie de famille qui a été importante quand on l'a connue en famille. Elle est, elle maîtrise très bien le français. C'est une femme qui est très cultivée. Et puis, ma maison d'édition, qui m'a beaucoup associé à la création du livre, m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait faire la préface. Et j'ai demandé à Maryse, parce que elle avait lu le bouquin avant qu'il soit publié. Mais ça lui avait plu, et je me suis dit, je pense elle peut nous faire une petite préface qui va bien, et ça lui a fait très plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir, parce que la préface est vraiment très sympa. Mhm. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous lisez? Alors moi, je lis pas beaucoup, je lis très peu de choses. Je lis beaucoup de bouquins. Les seuls bouquins que je lis, ou presque les seuls bouquins que je lis, c'est des bouquins sur le développement personnel, parce que je Mhm. travaille mon sens de l'injustice qui est parfois dévorant. J'ai lu du Musso, j'aime bien Barjavel, mais je suis pas un gros lecteur, contrairement à peut-être beaucoup d'écrivains. Comment vous expliquez cette importance de la justice chez vous? Ben, je sais pas, en fait, je travaille dessus. Je pense que ça fait partie d'une blessure que que je porte, qui est certainement liée à mon enfance. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'insupporte, les situations d'injustice. Mais toutes les situations d'injustice, c'est vraiment le quotidien, où quelqu'un qui se fait malmener, quelqu'un qui se fait arnaquer bêtement. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment en moi, et donc ce bouquin m'a permis peut-être de rétablir un certain équilibre. Pour revenir à vos lectures, vous lisez aussi la biographie d'Anatole Deibler qui joue un rôle important dans votre roman. Pourquoi l'avoir introduite? Bah, en fait, c'était juste pour placer un indice à la fin du bouquin, à la fin du récit. C'était pour faire, en fait, le parallèle avec ce qu'a pu commettre Yves.
C'est un livre qui nous aspire, on en ressort avec l'impression d'avoir lu un film. On comprend mieux quand vous dites que la scène d'ouverture, par exemple, vous l'avez écrite en vous imaginant derrière une caméra. Est-ce que vous aimeriez adapter ou que votre roman soit adapté au grand écran, sur le grand écran ? Ah bah oui, ce serait vraiment un honneur. C'est vrai que je pense que c'est un récit qui s'adapterait bien à l'audiovisuel. D'ailleurs, j'ai un très grand ami qui l'imagine, c'est le plus enthousiaste en fait de mes lecteurs, qui l'imagine en bande dessinée, en série ou en film. Mhm. Alors, je pense qu'il se reconnaîtra quand il écoutera l'émission. Il y a matière en plus à en faire d'autres productions culturelles. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un second livre, peut-être une suite ? Alors, des idées de bouquins, j'ai 4, 5 bouquins qui sont commencés, mais sous forme de plan uniquement. D'accord. Je ne peux pas vraiment dire s'il peut y avoir une suite à la beauté des rêveurs. Mais ouais, je compte bien continuer à écrire. Parce que vraiment, c'est un plaisir. Et découvrir le processus d'édition, c'est vraiment un aboutissement qui est très agréable. Peut-être 2 dernières questions. Pourquoi ce titre, À la beauté des rêveurs ? Alors, les lecteurs le découvriront en le lisant, tout simplement. C'est un extrait du bouquin. C'est un petit clin d'œil. Alors, effectivement, ceux qui voient le livre, la couverture au départ, À la beauté des rêveurs, ça n'a pas de sens. Et quand on le lit, effectivement, c'est un petit clin d'œil. On comprend pourquoi le livre porte ce titre. Et justement, votre couverture, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette image que vous avez choisie ? Alors, je pense que cette image, je l'ai proposée à la maison d'édition qui a accepté de la mettre parce qu'elle colle vraiment bien, elle illustre vraiment bien l'état d'esprit d'Yves qui est face à ce qu'il a commis, alors que c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais voilà, il dérape. Je pense que, contrairement au titre, cette couverture, enfin la photo, l'image, elle colle vraiment, elle résume vraiment le récit et l'ambiance que j'ai voulu faire transparaître au travers d'Yves. Et on vous invite aussi à aller voir le compte Instagram, c'est À la beauté des rêveurs, c'est ça, tout attaché. Où le livre est mis en image par des photos réalisées par des IA, c'est ça ? C'est ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a permis de sortir des images qui sont vraiment fidèles à ce que j'ai voulu écrire, et la couverture, elle en fait partie. C'est pas une photo, c'est quelque chose qui existe nulle part. Et donc, c'est l'IA qui m'a proposé. Alors, j'en ai demandé plein, mais ça là m'a vraiment plu, donc je l'ai proposé. La maison d'édition a validé. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Chérif Doride, d'avoir été avec nous. Votre livre À la beauté des rêveurs est disponible en ligne, ainsi qu'à la librairie Plume et Fabulette et à la Maison de la Presse à Ancenis. On peut aussi le commander dans toutes les librairies ? Toutes les librairies, je ne sais pas si je peux citer des sites, mais en fait, partout où on trouve des bouquins, la Fnac, Amazon et toutes les librairies, en fait, il suffit de taper le titre À la beauté des rêveurs ou Chérif Doride et on peut le trouver, on peut même l'acheter au Canada, en Corée, etc. Moi, ça me fait un peu marrer. On vous encourage, c'est un très très bon livre. Merci beaucoup, Chérif Doride. Merci. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur jadefm.fr. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.